Eh bien, je vais vous parler de la communication non violente, appelée également CNV. Bonjour à Et tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des Chroniques Melchior pour l'entrepreneur. Tous les vendredis à 10h30, on va parler de sujets qui concernent les entrepreneurs. allez, on y va. Voilà, alors vous voyez la tête très sympathique de Marshall Rosenberg, Non? qui est, non? Euh, Moi, je la Si, vois. si, 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 ok, moi c'est aussi bon, je c'est la parfait. vois. C'est du Parfait, côté. parfait. Voilà, qui est le fondateur de la communication non violente. Il vivait voilà, dans un environnement familial tout à fait paisible et bienveillant. Et en 1943, il a été témoin de violences urbaines qui vont faire une trentaine de morts et qui vont évidemment le choquer. Et c'est ce qui va le pousser à consacrer ensuite sa vie à travailler sur ce qui permet de cultiver la bienveillance. Et voilà, tout conflit est l'expression tragique d'un besoin insatisfait. Alors, ça paraît un peu évident et en même temps, c'est quand même à la base de la CNV. Cette notion, effectivement, le conflit, ok, c'est un désaccord, c'est des gens qui peuvent éventuellement être dans des rapports de force, mais vraiment au cœur du conflit, Marshall Rosenberg a identifié cette idée d'un besoin qui ne serait pas satisfait. On va revenir là-dessus, évidemment. Alors, oui, encore un mot peut-être sur le fait que Marshall Rosenberg était un disciple de Carl Rogers, qui fait partie des psychologues les plus influents du XXe siècle. Et Carl Rogers a notamment très fortement influencé des disciplines comme la médiation et le coaching. Voilà, alors en quoi la CNV est intéressante, en fait pour tout le monde, mais aussi pour les entrepreneurs. Donc de la manière la plus large, c'est un concept, on peut dire un principe de communication, mais on pourrait même parler de philosophie qui vise à pacifier les relations humaines. Et c'est inspiré par Gandhi et puis repris par Nelson Mandela. C'est la CNV a finalement pas mal inspiré une forme d'activisme pacifique qui a porté ses fruits et qui aujourd'hui encore va se retrouver dans des actions de désobéissance civile. Quand vous voyez par exemple des manifestants s'enchaîner à des poteaux ou les uns les autres, se coucher au milieu de la route, se laisser évacuer comme des paquets inertes par les forces de l'ordre. Voilà, c'est ça la communication non violente appliquée à la désobéissance civile. Mais c'est pas pour ça que je voulais vous parler de la CNV aujourd'hui. Euh, c'est aussi parce que c'est un outil qui est essentiel pour la médiation et la gestion des conflits en général. Et comme vous le savez, c'est une activité voilà, que je développe en même temps que l'accompagnement des entrepreneurs avec Melsion. Et je vois à quel point la communication non violente est vraiment essentielle, centrale. C'est un peu le b.a.-ba pour mettre des gens autour d'une table, des gens qui sont voilà, qui connaissent de fortes tensions, des désaccords, voire un conflit, pour arriver à les mettre à nouveau en situation de se parler, de s'écouter. Ce sont les principes de la communication non violente qui sont utilisés. Voilà, au-delà de ça, c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. C'est un outil qui est utilisable dans la vie quotidienne de chacun, professionnel, donc notamment pour les entrepreneurs, mais aussi dans la vie privée avec tout un chacun, conjoint, enfant, etc. Alors, d'où ça vient? Communication non violente, c'est la traduction d'un terme sanskrit, ahimsa, que l'on peut traduire par absence de volonté de nuire. Et j'en profite pour, voilà, vous aurez peut-être remarqué que non violente s'écrit en un mot. Euh, Tout ça pour indiquer que l'intention, en fait, elle va bien au-delà de l'idée de communiquer sans violence ou sans agressivité. C'est vraiment une ambition plus large, fondée sur la bienveillance. Et donc, cette absence de volonté de nuire euh, qu'on l'on retrouve dans ce terme sanskrit. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est la CNV? C'est une approche de communication qui est basée sur le respect,
la bienveillance et l'empathie. Alors tout ça, c'est des mots, voilà, qui sont assez, on va dire, banalisés, galvaudés. La bienveillance, c'est quoi? C'est avoir un a priori positif envers l'autre. Alors, c'est facile à dire quand on est en conflit, mais on va dire que c'est plutôt une posture, d'une manière générale, qui est de vouloir plutôt le bien pour son prochain que voilà, le vaincre, l'écraser ou le dominer. Et l'empathie, bah, c'est cette capacité à se mettre à la place de l'autre, à considérer qu'il a lui aussi des besoins, des contraintes, et d'arriver à imaginer ce que c'est que d'être à sa place. Et voilà, donc la CNV, elle va aider les individus à exprimer les besoins et leurs sentiments de manière claire et directe, de manière audible pour l'autre, tout en écoutant l'autre. Et donc, on rentre comme ça dans un cercle vertueux, c'est-à-dire que si je mets l'autre en situation d'écouter dans les meilleures conditions ce que j'ai à lui dire, eh bien, il y a de bonnes chances qu'il me réplique d'une manière dans laquelle il fera également l'effort d'essayer de se faire comprendre plutôt que d'être dans une surenchère voilà, d'agressivité, voilà, d'éléments négatifs. Alors, voilà, ça, c'est une citation que j'en ai profité pour rappeler ici. L'homme qui se croit supérieur, inférieur ou même égal à un autre homme ne connaît pas la réalité. C'est un sutra bouddhiste. Voilà, comme l'origine de la communication non violente est également dans le bouddhisme. J'ai voilà, voulu donner à votre réflexion ce sutra qui, je trouve, illustre bien cette notion de respect, voilà, à la fois universel et inconditionnel. Alors, en pratique, c'est quoi? Alors, peut-être que les uns ou les autres avaient voilà, quelques notions sur la communication non violente et notamment entendu ce résumé un petit peu lapidaire, mais qui est intéressant quand même. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est que le tue, ce qui veut dire que oui, le tu est dangereux parce que il va souvent être associé à effectivement des reproches, des généralisations, des suppositions, etc. Et toute l'idée la communication non violente va être de s'efforcer à utiliser plutôt la première personne du singulier et à exprimer ce que l'on ressent soi-même, ses besoins, etc. On va maintenant détailler tout ça. Mais c'est vrai que voilà, c'est évidemment difficile de considérer que voilà, en ayant parlé, en ayant écouté pendant un quart d'heure ou 20 minutes, on va pouvoir appliquer ces notions. Mais c'est vrai que revenir à cette notion d'éviter de stigmatiser l'autre et de mettre de l'huile sur le feu en utilisant la deuxième personne du singulier, mieux vaut voilà, prendre le réflexe de parler à la première personne. Alors, en pratique, voilà, c'est 4 principes simples qui sont résumés par l'acronyme OSBD. Alors, l'observation pour O, l'observation par opposition au jugement. Donc, on va essayer de décrire une situation en termes non discutables parce qu'objectifs, voilà, d'établir des faits plutôt que d'interpréter, d'évaluer et pire encore, de juger voilà, ce qui se passe et notamment l'attitude de la personne que l'on a en face. Donc, idéalement, donc, on va exprimer des choses qui seront considérées comme incontestables par les gens qui sont effectivement témoins des tensions, du différend qu'il peut y avoir entre nous et par lui-même. Ensuite, S pour sentiment, sentiment par opposition aux pensées. Donc, c'est ce que moi, je vais ressentir dans cette situation. Et ça va s'opposer à des pensées rationnelles que je pourrais avoir sur ce que je devrais ressentir compte tenu d'un certain nombre d'injonctions, de considérations sur mon image que je veux projeter, ou ce que d'autres pourraient ressentir dans la même situation. Non, je vais essayer de m'efforcer de revenir à ce que je ressens réellement
dans ce différend que je peux avoir avec quelqu'un. B pour besoin. Quel est le besoin qui se cache ou enfin, qui se situe derrière le sentiment que je ressens. Et ce besoin-là, on va tâcher de ne pas le confondre avec les stratégies mises en œuvre pour le satisfaire. Par exemple, voilà, tu m'avais dit que tu me rachèterais mes parts de notre société. Donc ça, c'est une stratégie. Le besoin, qu'est-ce qu'il est? Le besoin, c'est peut-être que j'ai besoin d'argent aujourd'hui et que ça m'arrangerait effectivement qu'aujourd'hui, mon associé tienne sa promesse de me racheter mes parts. Mais en réalité, peut-être qu'il y a d'autres solutions. Peut-être que effectivement, la stratégie qui serait il me rachète mes parts comme ça avait été discuté, convenu, bah, peut-être qu'on peut trouver effectivement une autre solution qui va satisfaire mon besoin de faire rentrer du cash assez rapidement. Voilà, enfin pour la demande, qui va être le quatrième pilier, par rapport aux exigences. Donc, je vais tâcher de faire une demande à la fois concrète, précise, bien formulée et réalisable. Et évidemment, éviter de le formuler ça sous une exigence, une injonction qui laissera peu de manœuvre, peu de marge de manœuvre à l'autre personne. Ce qui est vraiment central dans cette notion de communication non violente, c'est de faire la part des choses entre l'action de l'autre, bon, ça peut être aussi son inaction qui va me poser un problème, mais ben voilà, disons entre l'action de l'autre et ma propre réaction, c'est-à-dire l'effet que va produire son action ou son inaction sur moi. Il faut bien comprendre que la même action, les mêmes mots peuvent produire un effet tout à fait différent selon le destinataire. Il y a l'émetteur et il y a le récepteur. Et voilà, ce qui pousse toujours à revenir à soi et au je plutôt que se focaliser sur le tu. Le tu qui peut avoir effectivement un impact tout à fait différent selon à qui c'est adressé. Bon, j'ai pris cet exemple, je dis quelque chose à une personne et celle-ci hausse les épaules, je me vexe, mais je ne dis rien. Parce que j'ose pas, parce que je suis pris de court, je sais pas quoi dire. Mais quelqu'un d'autre pourrait réagir tout à fait autrement, et voilà, en étant tout à fait, je dirais, confrontant, direct, et demander à l'autre pourquoi il a haussé les épaules. Ou il pourrait aussi tout simplement ne même pas y prêter attention, et peut-être qu'il l'a vu, mais peut-être que voilà, ça n'a absolument aucun impact sur lui. Bah, c'est vraiment une notion importante de différencier ce qui est émis et de ce qui est reçu, qui forcément va être subjectif. Une petite remarque voilà, sur certains comportements qui vont être au contraire tout à fait, enfin, sur lesquels la CNV aura peu d'impact. Ce sont des comportements toxiques, effectivement, de gens qui, au contraire, vont avoir un malin plaisir à mettre le doigt là où ça fait justement mal. Mais on y reviendra tout à l'heure et on verra que même avec ce genre de personnes et de comportements, la CNV a quand même son intérêt. Là, j'ai pris l'exemple, c'est un exemple concret d'un client. Voilà, il a été attaqué verbalement dans une réunion il y a quelques mois par l'un de ses associés et voilà, dans une réunion hebdomadaire en présence des deux autres associés. Et sur le moment, il était tellement pris de court, stupéfié, qu'il n'a pas répondu. Et il a souhaité donc répondre un petit peu plus tard, euh, par écrit, dans le cadre d'un mail. Et voilà, il m'a envoyé, il m'a soumis son projet de message. Et j'ai voilà, proposé de le reformuler d'une manière en utilisant les principes de la communication non violente, et vous allez voir ce que ça donne. Donc, lundi 12 novembre, lors de notre réunion de pilotage hebdomadaire, tu as une nouvelle réaction d'une extrême violence verbale et des paroles qui relèvent de l'insulte caractérisée. Lors de notre réunion du 21 juin, tu avais déjà eu une attitude de violence verbale extrême. Par la suite, tu as répété ces réactions très agressives à de nombreuses reprises lors de nos points hebdomadaires.
Des réactions sont totalement injustifiées, inacceptables. Le fait de répéter régulièrement ces réactions d'extrême agressivité, pratiquement à tous nos points hebdo, relève du harcèlement et j'exige que cela cesse. Et voilà donc la manière dont j'ai proposé de reformuler ça. Donc on voit que tout un chacun, voilà, confronté à une attaque violente, on pourrait effectivement, poussé par nos émotions, répondre de cette manière-là, comme dans cette version spontanée. Reformulé à la mode communication non violente, ça pourrait donner: lundi 12 novembre, lors de notre réunion de pilotage hebdo, j'étais à nouveau extrêmement choqué et blessé par ton comportement et par tes propos que j'ai trouvé très dévalorisants. Donc on voit tout de suite comment on a substitué la première personne du singulier à la seconde personne et la manière dont ça va impacter la nature du message et donc sa perception par l'autre. Alors, évidemment, ça va être moins défoulant, mais toute l'idée, c'est de ne pas être là pour se défouler ses émotions, mais se mettre plutôt dans une démarche constructive pour essayer de réparer la situation, de réparer le conflit et de réparer la relation. Donc, on poursuit lors de notre réunion du 21 juin déjà, et ensuite à de nombreuses autres reprises lors de nos points hebdomadaires. Je me suis senti attaqué par toi et de façon extrêmement difficile à comprendre et accepter. Donc, toujours voilà, ramener à ses propres sentiments et ses besoins. Et enfin, donc sur le fond, je considère que ces attaques sont très excessives compte tenu de tout ce que j'apporte à l'entreprise. Et sur la forme, quels que soient les sujets de désaccord et nos relations, je te demande de ne plus te comporter de cette façon. Voilà, on a substitué à l'exigence de la rédaction initiale cette notion de demande qui va effectivement moins braquer la partie que l'on a face de soi. Donc, on connaît tous cette graduation. Voilà, au départ, il y a des tensions. Ces tensions, quand elles s'installent et elles s'ancrent dans la relation, elles aboutissent à des désaccords qui deviennent effectivement, qui peuvent se transformer, enfin, ou déraper vers un différend. Si ce différend n'est pas bien traité, il peut dégénérer en conflit, ça peut déboucher sur une crise et ensuite effectivement être judiciarisé sous la forme d'un litige qui peut aller en contentieux, etc. Donc, ce qu'il faut bien savoir, et on le sait tous, les désaccords, ben, ils sont inévitables, mais ils peuvent aussi être utiles, et même les crises parfois sont utiles, ce sont des situations à un moment donné instables qui exigent une évolution pour aboutir à une nouvelle situation stable. L'important, c'est de ne pas les laisser dégénérer. Et ça tient souvent à peu de choses de ne pas mettre de l'huile sur le feu et à contrario, de faire en sorte d'aborder ces tensions, voire ces crises de manière constructive pour essayer de les résoudre plutôt que de les laisser échapper à notre contrôle. Voilà, donc il ne s'agit pas de supprimer les conflits, il s'agit d'apprendre à mieux communiquer. Et pour ça, la CNV est très utile, notamment aussi pour voilà, nous faire réfléchir sur la part que pourrait risquer de prendre notre ego dans cette situation. Alors, les problèmes d'ego, justement, bah, on les connaît tous. Ça va se manifester de différentes manières, des réactions impulsives. Voilà, on est vexé par certaines assertions, certains termes utilisés par l'autre. Il y a évidemment la peur de passer pour quelqu'un qui serait faible. Il y a des frustrations qui peuvent se manifester et puis tous ces comportements de domination, de culture du rapport de force, etc. Et puis aussi, bah, on voit tous très bien de quoi il peut s'agir, des problèmes de communication. Alors ça peut être tout simplement de la maladresse, on n'a pas fait exprès, mais bon, il y a eu un mot malheureux qui effectivement est blessant. De la désinvolture, voilà, nos stress, nos émotions qui peuvent aussi mettre de l'huile sur le feu, des malentendus, des allusions. Bah oui, effectivement, on peut tous avoir effectivement à un moment donné ce côté un petit peu perfide et puis
vouloir justement mettre le doigt où ça fait mal, des mises en cause personnelles, etc. La palette est extrêmement large des modes de communication qui vont effectivement plutôt nous faire entrer dans une spirale négative. Alors, parfois, effectivement, on peut avoir affaire à des gens dont les comportements sont toxiques. Alors, c'est des gens qui vont être de mauvaise foi, qui vont faire preuve d'une malhonnêteté manifeste, qui vont avoir des comportements méprisants. Donc, comme on le disait tout à l'heure, la CNV a peu de chances de régler le problème avec ce genre d'individu de comportement, mais elle va quand même nous aider à garder le contrôle sur les situations et à ne pas se laisser embarquer dans une escalade. Et aussi, si jamais l'affaire devait à un moment donné partir chez les avocats, partir en justice, eh bien, sous forme d'écrit, on aura à ce moment-là des pièces dans le dossier qui montreront notre bonne foi et notre souci plutôt d'apaiser les choses que de mettre de l'huile sur le feu. Donc, dans tous les cas, on pourra en tirer des bénéfices. Voilà, pour finir, quelques conseils qui résument un petit peu tout ce qu'on s'est dit là. Tout conflit mal géré est destructeur. C'est facile à comprendre. On est peut-être les uns et les autres déjà passés par là. C'est douloureux pour les parties prenantes, pour la relation. Or, dans des relations qui ont vocation à perdurer entre associés, mais aussi voilà, entre amis, dans un couple, ça vaut la peine de se donner les moyens de faire en sorte de préserver cette relation. Ça peut être destructeur pour l'entourage. Dans une entreprise, les collaborateurs, les salariés risquent d'être perturbés par un conflit entre associés, par exemple. Et puis, pour l'activité de l'entreprise, qui, effectivement, s'il y a défocalisation par rapport à l'opérationnel, au développement de l'entreprise, parce que, effectivement, l'activité est polluée par un conflit, il n'est pas rare qu'effectivement, un conflit amène l'entreprise éventuellement à la faillite. Bon, il est toujours intéressant de déminer la situation le plus tôt possible, mais il n'est jamais trop tard. Par exemple, si on a réagi à chaud, verbalement ou pas réagi, on peut tout à fait revenir sur la situation et prendre le temps qu'il faudra pour préparer cette fois-ci une réponse bien réfléchie en utilisant effectivement ces techniques de CNV. Voilà, gardez en tête les quatre principes, observation versus jugement, donc les quatre principes OSBD, sentiment versus pensée, besoin versus stratégie, et demande plutôt qu'exigence. Au minimum, voilà, prendre garde à la manière dont on va utiliser le tu, la deuxième personne du singulier. Voilà, toujours dans l'idée de pacifier la relation et d'éviter la situation, la pire, le conflit qui dégénère, qui passe entre les mains des avocats, qui évidemment vont avoir tendance à faire durer le plaisir, entre guillemets, et on va se retrouver dans une situation qui va nous demander beaucoup d'énergie, qui va prendre beaucoup de temps avec les recours judiciaires c'est hyper rare que ce soit sur plusieurs années que se règle le litige. Ça va être en général assez coûteux financièrement aussi. Et sans doute, au final, pour une décision de justice qui ne va pas être satisfaisante. La plus grande satisfaction que va en tirer celui qui gagne, entre guillemets, c'est que l'autre est perdu. Mais il est finalement assez rare que le jugement qui va être donné soit vraiment le plus pertinent par rapport à la situation, compte tenu du fait que le juge n'aura pas tous les éléments en tête, que ce soit des éléments business, que ce soit des éléments humains, etc. Donc, voilà, avoir le réflexe plutôt de recourir à la médiation, se mettre autour d'une table avec l'aide d'un tiers pour renouer le dialogue et essayer de trouver l'accord le meilleur pour l'ensemble des parties et voire même un accord qui peut être tout à fait original et créatif et générateur de valeur. Et en amont de ça, voilà, de plus en plus, les contrats, les pactes d'associés contiennent une clause de médiation. Alors, ça n'exclut pas d'aller au procès si c'est nécessaire, mais il y aura toujours un préalable, une étape qui consistera à tenter une médiation.
Alors, en conclusion, Marshall Rosenberg a défini la communication non violente comme un outil unique pour renforcer notre aptitude à agir avec bienveillance et inspirer aux autres le désir d'en faire autant. Donc, cette fameuse spirale vertueuse qu'on peut contribuer à enclencher par rapport à la spirale négative dans laquelle il est tellement facile de plonger. Donc, on veut essayer, grâce à la communication non violente, de passer d'une logique de confrontation et de rapport de force qui peut être destructeur à une logique de bienveillance, de coopération et de négociation. Et tout ça est quand même plutôt dans l'air du temps. Ça fait ses preuves. Voilà, je peux en témoigner. Et ce qui est intéressant, c'est applicable effectivement dans toutes nos relations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Voilà, merci pour votre attention et je suis évidemment prêt à répondre à vos questions. Alors, Michael, moi j'ai une première question pour toi. Se former à la communication non violente, ça prend combien de temps? Il y a des stages, voilà, on peut s'auto-former en lisant des ouvrages qui vont être plus ou moins détaillés, plus ou moins des digests qui vont reprendre les éléments qu'on a évoqués ici, des films YouTube. On peut faire des stages sur quelques jours. Et je dirais que ce qui me paraît plus intéressant qu'une formation qui serait très complète, etc., c'est plutôt de trouver voilà, un film sur YouTube, un petit bouquin que l'on reprendra régulièrement, notamment quand on sera en situation, effectivement, d'aller plutôt vers la spirale négative ou d'avoir plutôt l'envie de ressentir le besoin plutôt d'utiliser ces outils pour pacifier la relation. Et finalement, est-ce que ça n'est pas complexe quand on est submergé par l'émotion? Est-ce qu'il n'y a pas un switch qui fait qu'on on bascule avec le stress en fight, flight or freeze et le quatrième F, Oui. et que du coup on a cette espèce de- d'élan naturel à aller à la confrontation en cas de stress? Comment on reprend ça et qu'on bascule vers quelque chose de plus... Dans ton expérience, tu as vu des gens arriver Bah oui, à gérer ça? tu l'as bien résumé avec les trois F. Effectivement, c'est même pas la tentation, mais le réflexe viscéral du fight, il est très difficile à gérer. Donc, on coup pour coup, dent pour dent. Et effectivement, là, je dirais l'art de la répartie est quelque chose qui est valorisé, mais la répartie, elle va être instantanée et on va pas forcément la contrôler et elle peut être extrêmement destructrice. On peut aussi être tout simplement, comme je l'évoquais dans le cas de ce client, sidéré devant une agression, et ça c'est le freeze. Mais comme on le disait tout à l'heure, il n'est jamais trop tard. C'est-à-dire que même si on n'a pas eu la bonne réaction sur le moment, elle a été faible, on n'a pas su, on a été dépassé par ce qui se passait, ou au contraire, on s'est laissé emporter par ses émotions et on a contre-attaqué de manière extrêmement violente, il n'est jamais trop tard pour revenir dessus, prendre le temps de la réflexion et soit de manière orale, dire voilà, écoute, je voudrais qu'on reparle de cet incident, de ce qui s'est passé l'autre jour, j'ai réfléchi, et voilà. Et là, effectivement, revenir sur cette situation en utilisant le jeu, en revenant à ce que l'on a ressenti, aux besoins qui s'expriment derrière. Et à la demande que l'on peut faire vis-à-vis de l'autre, voilà, qu'il évite ce genre de comportement à l'avenir, qu'il présente éventuellement des excuses, etc., etc. Que ce soit donc par oral ou par écrit, il est jamais trop tard pour revenir dessus. Merci, Michael. Avez-vous une question? Y a-t-il une question sur YouTube ou dans le chat pour Michael? Et Pas Bah de puis, donc, questions sur YouTube pour l'instant, mais je garde un œil dessus. N'hésitez pas à poser on, vos questions si vous nous regardez on y sur YouTube. reviendra
à l'évidence. Merci. Et je reste Mickaël. à votre disposition si vous avez dans votre entourage, qui vous touche personnellement ou quelqu'un autour de vous, des conflits, notamment des conflits entre associés, puisque c'est là-dessus que je me suis un petit peu spécialisé pour appliquer les méthodes de médiation.